L'univers cinématographique Marvel est en plein essor depuis 2008, mais son histoire couvre désormais des milliers d'années. Vous avez besoin de vous mettre à jour sur les derniers développements? Parcourons tout ensemble. Par où commencer? Si vous voulez vraiment savoir où tout a commencé dans l'univers cinématographique Marvel, il faut remonter bien avant le Big Bang. Non, vraiment. Avant le début de l'univers, avant même la création des 6 singularités qui ont provoqué l'explosion de l'univers, il y avait les Célestes, des êtres dotés d'un pouvoir cosmique infini. Les Célestes, dirigés par Arishem le Juge, ont créé les planètes, les étoiles et les formes de vie originelles de l'univers naissant après le Big Bang. Constatant le besoin d'aide pour étendre l'univers et créer plus de vie, les premiers Célestes ont ensemencé des planètes d'embryons célestes. Ces nouveaux dieux naîtraient une fois que la vie consciente sur chaque planète atteindrait un point critique, permettant l'émergence d'un nouveau céleste et entraînant la destruction de ce monde. Pour faciliter ce processus, les Célestes ont créé par manipulation génétique des monstres déviants pour éliminer les prédateurs dominants de chaque monde, favorisant ainsi le développement et la multiplication de la vie consciente. Malheureusement, les Célestes ont mal calculé. Les déviants ont si bien rempli leur mission qu'ils ont fini par traquer et tuer toute vie, bloquant ainsi les émergences. Pour les contrôler, les Célestes ont créé les Éternels, des formes de vie synthétiques envoyées sur différentes planètes à travers le cosmos pour éliminer les déviants et protéger les formes de vie de la planète. Considérés comme des dieux et des super-héros par la population, les Éternels préparent sans le savoir les planètes à leur destruction. Après chaque émergence, la mémoire des Éternels est effacée pour qu'ils soient réutilisés sur d'autres planètes, tandis que d'autres événements surviennent dans l'univers. Les 6 singularités qui ont créé le cosmos sont devenues les pierres d'infinité, des objets qui contrôlaient des forces fondamentales comme le temps, l'espace et la réalité elle-même. Elles ont ensuite été dispersées à travers l'univers, apparaissant ici et là, en attendant l'arrivée éventuelle d'un énorme gant de cuisine doré qui serait utilisé par un sociopathe violet pour éliminer la moitié de l'univers. Bien sûr, cela a eu lieu il y a des milliards d'années, mais ce n'est pas la seule chose survenue pendant ces éons. Des millions d'années avant d'arriver au MCU actuel, Ego, la planète vivante, prend forme, acquiert une conscience cosmique et sème des milliers de mondes avec son essence dans le but de créer un autre être céleste comme lui. Même s'il peut sembler être un dieu, il reste surtout un père égoïste et irresponsable. Pas étonnant que Peter ait des problèmes. Évidemment que j'ai des problèmes. C'est mon foutu père! Alors qu'Ego considère la plupart de ses premières tentatives de progéniture comme des échecs et les tue par déception, il garde au moins un de ses enfants auprès de lui, la femme insectoïde appelée Mantis, dont les capacités empathiques aident Ego à dormir. En ce qui concerne les héros et les méchants de la Terre, le MCU ne commence pas avec l'enlèvement de Tony Stark en 2008, ni avec Carol Danvers emmenée sur Ala dans les années 90, ni même avec Steve Rogers se portant volontaire pour le programme Super Soldat dans les années 40. Le véritable commencement a eu lieu en 5000 avant Jésus-Christ, lorsque 10 éternels immortels, Cersei, Icaris, Ajax, Kingo, Sprite, Phastos, Makari, Téna, Druig et Gilgamesh sont arrivés sur Terre pour éliminer les déviants de notre planète. Pendant des millénaires, les Éternels ont protégé l'humanité, surtout lors de combats titanesques contre des monstres géants. En 1521, les Éternels ont finalement réussi à vaincre tous les déviants sur Terre. Du moins, le croyaient-ils. N'ayant plus vraiment de but, maintenant que leur principale raison d'être sur la planète a disparu, ils se dispersent et trouvent des emplois comme enseignants, stars de Bollywood et chefs de sectes sud-américaines. Puisque les Célestes ont ordonné aux Éternels de ne pas intervenir dans les affaires de l'humanité, à moins que des déviants ne soient impliqués, d'autres êtres semblables à des dieux ont l'occasion de descendre sur Terre et de briller à leur tour. Cela inclut les Asgardians, êtres extraterrestres très puissants qui visitent souvent notre planète et inspirent la mythologie nordique. Cependant, leurs activités les plus passionnantes se passaient loin de la Terre, dans le royaume d'Asgard. Cette chronologie mythologique commence il y a des millénaires, comme nous l'apprenons dans Thor, le monde des ténèbres, lorsque l'elfe noir Malekith le Maudit assiège Asgard en utilisant une arme connue sous le nom d'Éther. En réalité, il s'agit d'une pierre d'infinité qui contrôle la réalité, permettant de ramener l'univers à un état d'obscurité perpétuelle. Malekith est repoussé par Bor, le père d'Odin, en 2988 avant Jésus-Christ.
Bor-Vin Malekith, ce qui s'avère être une solution temporaire, forçant les elfes noirs à entrer en hibernation pour les 5000 années suivantes. Bor enterre ensuite les terres sur un monde lointain. Même si la date reste inconnue, l'événement chronologique suivant pour nos personnages est la conquête des 9 royaumes par Odin et son aîné, Hela, déesse de la mort. Durant cette époque, le marteau magique Mjolnir est forgé au cœur d'une étoile mourante et utilisé par Hela. Grâce à sa soif de sang, sa cruauté et son ambition, Odin se retourne contre elle. Et dans la bataille qui s'ensuit, Hela massacre les Valkyries. La seule Valkyrie survivante s'enfuit d'Asgard et passe les quelques milliers d'années suivantes ivre et déprimée. Finalement, elle atterrit sur Sakaar, une décharge cosmique qu'un être immortel appelé le Grand Maître transforme en une arène de gladiateurs interstellaires. Hela est ensuite emprisonnée dans une autre dimension par Odin, qui efface toute trace de son existence. Quelque temps après cela, mais suffisamment loin dans le passé pour qu'on en écrit déjà au XIIIe siècle, Odin et Frigga ont un fils, Thor. Peu de temps après, Odin tue le géant des glaces Loki et adopte Loki comme son propre fils. Peu de temps après cela, pendant leur jeunesse, Loki se transforme en serpent parce qu'il sait que Thor aime les serpents. Puis il essaie de le poignarder. Dans un univers, il réussit. Quel a été votre événement Nexus, Majesté? Nous avons tué Thor. De plus, il y a des millions d'années avant aujourd'hui, 2 météorites composées du supermétal vibranium ont frappé la Terre. Une météorite s'écrase en Afrique, affectant radicalement la région environnante. Bien plus tard, cette région devient le pays du Wakanda. Lorsqu'un guerrier chaman reçoit une vision de la déesse Bastet, ingère une herbe en forme de cœur modifiée par le vibranium qui lui confère de grands pouvoirs et fonde une dynastie de rois guerriers connue sous le nom de Panthère Noire. Les Wakandais deviennent secrets et isolationnistes, restant invaincus à travers l'histoire et utilisant le vibranium pour créer une technologie fantastique, à l'abri des regards du monde extérieur. La deuxième météorite s'écrase près de la péninsule du Yucatan. Elle fait muter la flore sous-marine, conférant à de nombreuses espèces des propriétés mutagènes. En 1571, une tribu maya du Yucatan, décimée par le virus de la variole introduit par les colonisateurs espagnols, découvre l'une de ces plantes modifiées par le vibranium, ce qui les transforme en un peuple capable de respirer sous l'eau. La tribu a migré vers la fosse de Porto Rico et a construit le royaume sous-marin de Tlalocan en utilisant les riches gisements de vibranium sous la mer. Une femme de Tlalocan est enceinte lorsque la plante la transforme, ce qui la conduit à donner naissance à un enfant mutant. Né avec des pieds ailés, une force surhumaine et une très longue espérance de vie, l'enfant développe une haine envers les habitants de la surface lorsqu'il voit un propriétaire de plantation maltraiter ses esclaves mayas. Après que le garçon de Tlalocan ait ordonné à son peuple de brûler la plantation, un prêtre mourant appelle le jeune mutant El Niño Sin Amor, l'enfant sans amour, que le garçon adopte comme nouveau nom, Namor. Namor règne sur son royaume pendant des siècles et devient connu de son peuple sous le nom de Kukulkan, le dieu serpent à plumes. Il y a plus de 5000 ans, une faction de la race extraterrestre militariste appelée les Kree arrive sur Terre et mène des expériences sur les humains, créant ainsi les premiers inhumains. L'un de ces inhumains, connu sous le nom de Hive, chasse les Kree de la Terre et établit un culte de la personnalité qui le considère comme un dieu. Après avoir été banni, ses partisans œuvrent à le ramener tout en déstabilisant la société terrestre. Avec le temps, cette société devient l'organisation terroriste Hydra. Environ 1000 ans avant notre époque, le seigneur de guerre Su Wenwu fait une découverte extraordinaire lorsqu'il tombe sur 10 anneaux surnaturels qui lui confèrent l'immortalité et la force d'un dieu. En utilisant les anneaux pour fonder son organisation criminelle des 10 anneaux, Wenwu conquiert des royaumes et renverse des gouvernements, amassant une structure de pouvoir incroyable qui influence le cours du monde. En Europe de l'Est, l'entité démoniaque Titoa rédige un ensemble de sorts dans une structure au sommet du mont Wundagore. Le texte original est ensuite copié dans un livre plus portable, le Darkhold, qui tombe entre les mains de plusieurs utilisateurs de magie noire, dont la sorcière Morgane la Fée. Ailleurs, une femme celte s'entraîne aux arts mystiques pour protéger la Terre contre les menaces magiques. Après avoir puisé son pouvoir dans la dimension obscure, elle devient pratiquement immortelle et prend le nom de l'Ancien. Pendant ce temps, les États-Unis ont eu leurs propres problèmes avec la magie pendant de nombreuses années avant l'ère moderne.
En 1693, la sorcière Agatha Harkness échappe au bûcher, auquel sa mère et un groupe d'autres sorcières voulaient la condamner parce qu'elle n'approuvait pas sa pratique de la magie noire. Elle absorbe leur énergie vitale et met la main sur le sombre Darkhold. À un moment donné, elle donne naissance à son fils, Nicholas Scratch, qui fredonne l'air de la ballade de la route de la sorcière vers les années 1750. La rumeur sur la route de la sorcière se propage, bien qu'elle soit issue de l'imagination d'un enfant. Après la mort de Nicolas, Agatha trompe de nombreuses sorcières pour qu'elles suivent la route de la sorcière et finissent par l'attaquer lorsque leur chant échoue. Elle utilisait cette ruse pour obtenir leur pouvoir jusqu'au jour fatidique, des siècles plus tard, où une porte vers la route se manifeste réellement. En avançant jusqu'en 1942, un officier nazi connu sous le nom de Johann Schmidt expérimente sur lui-même une version précoce du sérum de super soldat du Dr Abraham Erskine, obtenant à la fois un corps physiquement parfait et un teint nettement plus rouge. Se faisant désormais appeler le Crâne Rouge, il prend la tête d'un groupe dissident appelé Hydra. Avec la découverte de l'une des pierres d'infinité sous la forme du Tesseract, il crée sa propre armée technologiquement avancée. La même année, Steve Rogers se porte volontaire pour la tentative de la réserve scientifique stratégique de créer un super soldat en utilisant une technique mise au point par le Dr Erskine. Le projet fonctionne, donnant à Steve le corps d'un Chris Evans musclé. Après l'expérience, Erskine est assassiné et ses recherches sont perdues. Plutôt que de risquer leur seul super soldat en l'envoyant combattre au front, la RSS donne à Steve le nom de code Captain America et l'utilise principalement comme porte-parole pour vendre des bons de guerre et participer à des spectacles de l'USO sur fond d'une chanson extrêmement entraînante. Finalement, Steve déserte pour sauver son meilleur ami, Bucky Barnes, et devient un soldat actif pendant la guerre. Il travaille avec le génial industriel Howard Stark, tombe amoureux de l'agent de la RSS Peggy Carter et dirige une équipe d'assaut appelée les Commandos Hurlants. Au cours de l'une de leurs missions, Bucky tombe d'un train dans un ravin dans ce qui semble être une chute mortelle. Cependant, Bucky est en réalité capturé par l'armée soviétique, reçoit des améliorations cybernétiques et subit un lavage de cerveau pour devenir un super assassin, sous le nom de code Soldat de l'hiver. Après avoir tenté d'utiliser le Tesseract, Crâne Rouge est aspiré dans un trou de verre, devenant ainsi la deuxième personne dans Captain America First Avenger à survivre à une mort apparente. En réalité, il se retrouve sur la lointaine planète Vormir, servant comme une sorte de gardien spectral de la Pierre de l'âme. Quant à Steve, il écrase un avion bombardier dans l'Arctique et pour empêcher Hydra de détruire New York. Il est également présumé mort, mais il survit, congelé en animation suspendue pendant les 66 années suivantes. Bon sang, est-ce que quelqu'un qui meurt dans ce film meurt vraiment? Tu es prêt à suivre Captain America dans la gueule de la mort? Pas du tout. Même si les choses sont plutôt calmes pour le MCU entre 1945 et 1995, il y a quelques exceptions notables. Peggy Carter continue de travailler pour le SSR, d'abord à New York en 1946, puis à Los Angeles aux côtés de Howard Stark en 1947. Bien que l'on pense que Hydra a été détruite, elle infiltre en réalité secrètement le gouvernement américain, influençant discrètement les événements historiques. À cette époque, l'Union soviétique forme les premières diplômées de sa redoutable Chambre rouge, où des filles orphelines sont entraînées comme espionnes et assassins, sous le nom de code Veuve Noire. Au cours des années 1950, le vétéran de la guerre de Corée Isaiah Bradley et plusieurs autres soldats afro-américains sont soumis à leur insu à une nouvelle version du sérum de super soldat. Isaiah acquiert des capacités surhumaines et est envoyé dans des missions secrètes, notamment lors d'une où il affronte Bucky Barnes, toujours sous lavage de cerveau, et découvre son identité. Isaiah déserte ensuite pour sauver ses camarades d'un camp de prisonniers de guerre. Par la suite, tous les soldats sauf Isaiah meurent des effets secondaires du sérum. Isaiah est emprisonné pendant 30 ans afin que des scientifiques de la CIA et d'Hydra puissent expérimenter sur lui et tenter de reproduire le sérum présent dans son sang. Finalement, une infirmière prend pitié d'Isaiah et le fait déclarer mort, permettant à Isaiah de retourner à Baltimore, dans le Maryland, et de vivre avec sa famille. Quelque temps après cela, probablement vers 1948 ou 1949, Steve Rogers voyage dans le temps depuis 2023 pour retrouver Peggy. Elle continue de travailler dans le renseignement militaire pendant les décennies suivantes avec Stark, dont les contrats de défense ont fait de Stark Industries le premier fabricant d'armes au monde. En 1970, ils travaillent tous les deux au siège du SSR à Camp Lehigh, avec quelques autres personnalités notables. Arnim Zola, qui collaborait avec le Crâne Rouge dans les années 40, est aussi ici. Et bien que son corps meure dans les années 70, son cerveau est transféré dans une base de données informatique qui poursuit l'infiltration du gouvernement par Hydra.
De plus, Hank Pym travaille ici, Assisté par Bill Foster dans ses expériences avec les particules PIM qui changent de taille et qui permettront à lui et à sa femme Janet Van Dyne de devenir les premiers Ant-Man et la Guêpe. Entre les années 70 et 90, plusieurs événements mineurs mais essentiels se produisent à travers le MCU. En 1974, Howard Stark lance l'Expo Stark, présentant la ville du futur, alimentée par un réacteur à arc à énergie propre de la taille d'une maison. Pour une raison quelconque, il cache aussi la structure d'un nouvel élément dans l'agencement des bâtiments, ce qui est le genre de science sur laquelle il vaut mieux ne pas trop réfléchir. Félicitations! Monsieur, vous avez créé un nouvel élément. En 1980, Ego arrive sur Terre et conquiert le cœur de Meredith Quill. 9 mois plus tard, leur fils Peter Quill naît. En 1987, Janet Van Dyne et Hank Pym tentent d'arrêter un missile soviétique hors de contrôle visant les États-Unis. Pour détruire le missile, Janet désactive volontairement son régulateur de changement de taille et se réduit pour passer à travers les molécules du missile. Elle continue de rétrécir jusqu'au royaume quantique subatomique, ce qui bouleverse profondément son mari et sa jeune fille, Hope. Pym passe les années suivantes à étudier le royaume quantique, s'éloignant involontairement de sa fille. En 1988, Meredith Quill meurt d'un cancer du cerveau, causé intentionnellement par Ego, laissant à son fils une cassette de ses morceaux de rock classiques préférés. Peter est ensuite enlevé par une bande de hors-la-loi de l'espace appelée les Ravageurs. Leur chef, Yondu, élève alors Peter comme son propre fils. Pour sauver les apparences, Yondu traite Peter durement devant les Ravageurs, mais il montre beaucoup d'affection au garçon en privé, allant même jusqu'à offrir à Peter une paire de pistolets laser comme cadeau de Noël et lui enseigner des compétences de survie précieuses. En 1989, Pym démissionne du SSR, désormais renommé Division stratégique d'intervention, d'application et de logistique nationale, après avoir découvert qu'ils ont l'intention d'utiliser ces particules Pym pour créer des armes. La même année, la capitaine de l'US Air Force, Carol Danvers, qui utilise l'indicatif d'appel Avenger lors de ses vols, se porte volontaire pour un vol d'essai d'un moteur à la vitesse de la lumière créé par la scientifique Wendy Lawson. Il s'avère que Lawson est en réalité une Kree, une race extraterrestre militariste constamment en guerre contre les Skrulls métamorphes, et que son moteur est alimenté par le Tesseract. Lorsqu'elles sont abattues, le corps de Carol est saturé par l'énergie du Tesseract, ce qui lui confère des pouvoirs incroyables et efface également sa mémoire. Un soldat Kree nommé Yon Rog l'enlève et l'emmène sur la planète natale des Kree, Ala, où on lui fait croire qu'elle est en réalité une Kree nommée Verse, combattant à leur côté en tant que membre de la Star Force Kree. Pendant que ça se passe sur Terre, les choses évoluent aussi dans l'espace. Thanos, un extraterrestre incroyablement puissant de la planète Titan, obsédé par l'équilibre, commence à rechercher les pierres d'infinité. En chemin, il anéantit la moitié de la population de planètes entières, prenant parfois de jeunes survivants et les formant pour en faire des soldats. En supposant que la plupart des personnages les plus humanoïdes aient l'âge des acteurs qui les incarnent, ces deux adoptions majeures datent de la fin des années 80 ou du début des années 90. Gamora est recueillie enfant après que Thanos ait tué la moitié de la population de sa planète. Tout au long de son enfance, Thanos l'oppose à sa sœur adoptive Nebula. À chaque fois qu'elles s'affrontent, Gamora gagne. Et Thanos remplace systématiquement des parties du corps de Nebula par des éléments cybernétiques afin de la rendre plus efficace en tant que tueuse. Cela a créé beaucoup de ressentiments chez Nebula, non seulement envers Thanos, mais aussi envers Gamora, ce qui affectera grandement leur relation par la suite. Ailleurs dans la galaxie, un généticien connu sous le nom du Maître de l'évolution fonde OrgoCorp, une entreprise intergalactique qui produit des articles bio-ingénierés pour le bénéfice de toute forme de vie. Cependant, OrgoCorp est en réalité une façade pour financer les expériences génétiques illégales du Maître de l'évolution et lui permettre de créer sa vision d'une société parfaite. Ces expériences donnent naissance aux Sévérins, une race très avancée à la peau dorée, et aux humanimaux, des animaux intelligents à forme humaine. Alors que beaucoup de créations du Maître de l'évolution le considèrent comme un dieu, le Maître de l'évolution les voit comme des expériences jetables et détruit régulièrement des planètes entières lorsque ses sujets ne répondent pas à ses attentes. L'une des expériences du Maître de l'évolution est le sujet 89P13, un raton laveur amélioré cybernétiquement doté d'une intelligence géniale qui se rebaptise Rocket. Croyant que le Maître de l'évolution va l'emmener, lui et ses compagnons d'expérience, Lila, Tiffs et Flora, vivre en paix sur une nouvelle planète, Rocket l'aide dans ses expériences. Cependant, lorsque le Maître de l'évolution tue ses amis, Rocket, dévasté, mutile le visage du Maître de l'évolution et s'échappe.
Il devient chasseur de primes et adopte une attitude amère et cynique pour l'aider à gérer son traumatisme. Pendant ce temps, dans le royaume quantique, Janet Van Dyne, échouée, rencontre un autre naufragé, une variante exilée de Nathaniel Richards, nommé Kang le Conquérant. Pensant d'abord que Kang est bienveillant, Janet l'aide à reconstruire son noyau d'énergie multiverselle endommagé afin qu'il puisse s'échapper du royaume. Cependant, lorsqu'elle découvre la vraie nature de Kang, elle agrandit le noyau d'énergie pour le rendre inutilisable, les piégeant tous deux dans leur prison subatomique. Malheureusement, Kang parvient tout de même à recharger son armure et à utiliser sa puissance pour créer la ville d'Axia, la capitale de son empire fasciste. Se sentant responsable, Janet rejoint un mouvement de résistance contre Kang. En 1991, le gouvernement soviétique envoie les soldats de l'hiver pour assassiner Howard et Maria Stark. Cela aura d'énormes répercussions plus tard, mais l'effet immédiat est que leur fils brillant mais paresseux, Tony Stark, se retrouve à la tête de Stark Industries, avec Obadiah Stane comme PDG. Il continue à fabriquer des armes en utilisant les conceptions de plus en plus mortelles de Tony, les vendant à toutes les parties de pratiquement chaque conflit mondial, avec Obadiah en particulier qui tire profit de ventes d'armes secrètes avec des groupes terroristes. En 1992, le roi T'Chaka du Wakanda se rend à Oakland, en Californie, pour enquêter sur des trafics d'armes impliquant du vibranium volé. Le coupable est son frère, Njobu, qui est tué lors de l'altercation. Le fils de Njobu, Eric, est témoin de toute la scène et grandit en désirant se venger. Il rejoint les Navy SEALs et intègre une unité clandestine de la CIA, tuant des centaines de personnes à travers le monde. Vers la même époque, Matt Murdock, 9 ans, devient aveugle par un flux de déchets toxiques alors qu'il tentait de sauver un homme d'être percuté par un camion. Les produits chimiques décuplent ses autres sens à des niveaux surhumains, lui permettant de se déplacer et combattre mieux qu'avant. Après que son père ait été tué par des mafieux, Matt, désormais orphelin, a pour mentor le guerrier aveugle Stick, qui l'entraîne à utiliser ses sens comme des armes. Stick finit par abandonner le garçon, mais Matt poursuit son entraînement et ses études, devenant un combattant talentueux et étudiant en droit. Pendant ce temps, le super soldat russe Alexei Shostakov et la conceptrice d'armes Black Widow Melina Vostokov s'installent sous couverture dans l'Ohio, faisant semblant d'être une famille américaine avec leur soi-disant fille, Natasha Romanoff, âgée de 7 ans, et Yelena Belova, âgée de 3 ans. Pendant qu'Alexei et Melina travaillent à voler un projet du SHIELD, ou plutôt de l'Hydra, axé sur le libre arbitre et le contrôle de l'esprit, Natasha et Yelena vivent une sorte d'enfance normale. Cependant, en 1995, la mission est terminée et la famille s'enfuit à Cuba. Cependant, une fois arrivés, ils sont séparés et Natasha et Yelena retournent à la Chambre Rouge, où elles poursuivent leur entraînement de Black Widow, qui ressemble plus à des séances de torture. Également, en 1995, Carol Danvers, toujours sans ses souvenirs de la Terre, retourne sur sa planète d'origine après s'être échappée des Skrulls. Elle s'allie aux agents du SHIELD, Nick Fury et Phil Coulson, pour stopper l'invasion des Skrulls sur Terre, découvrant finalement qu'ils ne sont pas les véritables méchants. En réalité, ce sont les Kree qui posent problème, avec Yon Rogg et Ronan l'Accusateur en route à la recherche des pierres d'infinité qui mettront fin à leur guerre de conquête une bonne fois pour toutes. Carol, prenant le nom de Captain Marvel, les repousse et sauve un groupe de réfugiés Skrulls. Ce faisant, une chat extraterrestre griffe l'œil gauche de Nick Fury, l'aveuglant de cet œil et l'obligeant à porter un cache-œil élégant. Avant de repartir dans l'espace pour aider les Skrulls, Carol donne à Fury un beeper qui peut l'appeler en cas d'urgence extrême. Inspiré par Carol et son indicatif d'appel original, Fury pose les bases de l'initiative Avengers, un programme conçu pour créer une équipe de héros dotés de super-pouvoirs afin de faire face à des menaces de grande ampleur, comme les invasions extraterrestres. En 1996, Wenwu, après avoir utilisé son organisation des 10 anneaux pour conquérir ou influencer secrètement pratiquement tout sur Terre, porte son attention sur le royaume mystique de Talo. Après avoir découvert une forêt magique près de l'entrée du village, il rencontre et tombe amoureux de la gardienne du village, Yingli. Les deux se marient et ont 2 enfants, Shang-Chi et Xialing. Pendant un temps, Wenwu se réforme, mais lorsque sa femme est tuée par ses rivaux, il décide de recréer les 10 anneaux et d'entraîner son fils, Shang-Chi, à devenir une arme vivante. À peu près à la même époque à Chicago, dans l'Illinois, un jeune Mark Spector et son petit frère Randall explorent une grotte lorsque celle-ci est soudainement inondée, noyant Randall. La mère de Mark, Wendy, le tient pour responsable de l'accident et, traumatisé, Mark développe la personnalité alternative de Stephen Grant pour l'aider à faire face aux abus verbaux et physiques de sa mère.
En 1999, Tony Stark rencontre les bio-ingénieurs Maya Hansen et Aldrich Killian lors d'une conférence à Berne, en Suisse. Il se montre très impoli envers Aldrich, qui garde ça en travers de la gorge pendant environ 14 ans. Pendant tout ce temps, Hydra poursuit son infiltration secrète du SHIELD et de tous les niveaux du gouvernement des États-Unis. Tout cela nous amène à 2008 et à Iron Man, le film qui a lancé le MCU. Presque tout ce qui suit se déroule dans l'ordre chronologique selon les années de sortie des films. Presque. En 2008, Tony Stark présente ses nouvelles armes au Moyen-Orient lorsqu'il est enlevé par une organisation terroriste appelée les 10 Anneaux, dans ce qui s'avérera plus tard être un complot de Stane pour écarter Tony. Pendant qu'il est emprisonné, les terroristes forcent Tony et un autre prisonnier, le Dr Ho Yinsen, qui était aussi à cette fameuse convention de 1999 à Berne, même si Tony ne l'avait pas remarqué, à fabriquer des armes pour eux. À la place, Tony parvient à recréer une version miniaturisée de le réacteur Arc de son père, qu'il utilise pour stabiliser un éclat d'obus logé près de son cœur. Le réacteur alimente également l'armure Iron Man, une armure militarisée construite à partir de pièces détachées qui permet à Tony de s'échapper après la mort de Yinsen. Tony Stark a réussi à construire ça dans une grotte avec un tas de morceaux de ferraille. Il rentre en Amérique, mange un cheeseburger, perfectionne son design et élimine les 10 anneaux, du moins ceux du Moyen-Orient, dans une démonstration brutale et efficace de l'arsenal d'Iron Man. Il bat aussi Stane, qui tente de tuer Tony et de créer sa propre armure motorisée géante. Tony révèle alors publiquement son identité en tant qu'Iron Man, ce qui pousse Nick Fury à l'approcher au sujet de l'initiative des Avengers. À peu près au même moment que la capture de Tony, le docteur Bruce Banner, dont les 7 doctorats incluent apparemment la physique et le génie biologique, travaille à recréer le programme du super soldat. Au lieu des rayons Vita d'Erskine, il utilise des radiations gamma, les testant sur lui-même et se transformant en un Hulk monstrueux et vert déchaîné chaque fois qu'il se met en colère. Après que Hulk ait accidentellement blessé la petite amie de Banner, Betty Ross, il tente de disparaître, mais revient en Amérique à la recherche d'un remède à sa condition. Il finit par avoir affaire à un scientifique nommé Samuel Stearns, qui veut recréer Hulk, et à un soldat appelé Emil Blonsky, qui se transforme lui aussi en un monstre massif appelé l'Abomination. Finalement, Hulk vainc l'Abomination, qui est envoyé en prison, et Stearns absorbe une partie du sang de Banner, ce qui provoque une mutation de son cerveau. Thaddeus Ross fait porter la responsabilité de la destruction causée par l'Abomination sur Stearns et utilise la nouvelle intelligence de ce dernier pour renforcer sa carrière politique, accédant finalement à la présidence. Banner retourne alors se cacher et commence à apprendre à contrôler ses transformations. À cette époque également, l'agent du SHIELD Clint Barton, alias Œil de Faucon, reçoit pour mission de retrouver et d'éliminer Natasha Romanoff, la veuve noire. Barton retrouve Natasha dans sa planque à Budapest, mais il sent qu'elle veut quitter la Chambre Rouge, alors il la laisse en vie. Le SHIELD décide de laisser Natasha passer de leur côté, mais exige d'abord qu'elle tue son superviseur, le général Dreykov. Natasha et Clint piègent un immeuble de 5 étages avec des bombes et attirent le cerveau de la Chambre Rouge dans la zone de tir. Mais la jeune fille de Dreykov, Antonia, est également prise dans l'explosion. Bien que troublée par cette nouvelle tâche sur sa conscience, Natasha commence néanmoins à travailler pour le SHIELD. 6 mois après avoir révélé son identité publiquement, Tony Stark est convoqué pour témoigner devant le Congrès. Il s'inquiète à juste titre qu'un citoyen fabrique une armure pouvant vaporiser un char. Pour créer leur propre version, ils se sont tournés vers le fabricant d'armes concurrent, Justin Hammer. Après que l'ami de Tony, le colonel James Rhodes, ait livré un prototype de l'armure d'Iron Man, Hammer et le scientifique russe Ivan Vanko copient leur technologie pour en faire une armée de drones. Stark engage également une nouvelle assistante personnelle, Natasha infiltrée, qui se fait appeler Nathalie. J'en veux une. Non. Stark et Rhodes, équipés de sa propre armure militarisée, baptisée War Machine, vainquent Vanko et Hammer. Au sein du complexe des 10 Anneaux, Shang-Chi, désormais âgé de 14 ans, est devenu le maître du Kung-Fu, ayant appris toutes les façons possibles de tuer un homme au cours des 7 dernières années. Chargé d'assassiner l'homme responsable du meurtre de sa mère, Shang-Chi accomplit sa mission, mais en ressort profondément traumatisé. Ne voulant pas retourner auprès de son père, Shang-Chi adopte astucieusement le nom de Sean et commence à aller au lycée à San Francisco. Là-bas, il rencontre Katie, sa meilleure amie, conductrice talentueuse.
Pendant ce temps, Mark Spector, adulte, quitte la maison pour rejoindre les Marines des États-Unis, mais il est renvoyé en raison de son trouble dissociatif de l'identité. Avec peu d'options, Mark devient mercenaire et travaille pour son ancien commandant, Raoul Bushman. En plus d'effectuer quelques missions pour la CIA, Mark reçoit l'ordre de Bushman d'exécuter des archéologues sur un site de fouilles en Égypte. Mark tente de sauver les scientifiques, mais se fait tirer dessus. Morant, Spector, est approché par le dieu égyptien de la Lune, Khonshu, qui lui propose de le sauver s'il accepte de devenir son avatar et de punir les malfaiteurs sur Terre. Se voyant comme rien de plus qu'un tueur à cause des abus subis dans son enfance, Spector accepte et est transformé en justicier surnaturel Moon Knight. Pendant que tout cela se passe sur Terre, d'autres choses se déroulent dans le royaume doré d'Asgard. Loki trompe Thor et le pousse à provoquer les géants des glaces de Jotunheim contre les ordres d'Odin. En conséquence, Odin exile Thor sur Terre et enchante son marteau, Mjolnir, afin que seule une personne digne du pouvoir de Thor puisse le soulever. Il atterrit au Nouveau-Mexique, où l'agent Coulson le trouve. Après qu'un groupe de Pecno tente de l'extraire avec des pick-up, le Shield construit une installation temporaire autour. Thor finit par prouver sa valeur, récupère son marteau et empêche Loki d'organiser un coup d'État à Asgard. En 2011, une équipe de foreurs pétroliers russes découvre l'avion Hydra écrasé dans l'Arctique et alerte le Shield. Captain America est décongelé et réanimé, et après avoir réalisé qu'il est au 21e siècle, il rejoint l'initiative Avengers de Nick Fury. Il s'avère qu'il arrive juste à temps. En 2012, Loki, aperçu pour la dernière fois dérivant dans l'espace après son coup d'État raté à Asgard, est recruté par Thanos pour récupérer le Tesseract sur Terre. Sa récente brève visite sur la planète étant considérée par le Titan Fou comme une expérience professionnelle pertinente. En échange, Thanos lui donne le contrôle des Chitauri, une immense armée de structeurs reliés par un esprit collectif, ainsi qu'un sceptre contenant la pierre de l'esprit, une autre des pierres d'infinité. En utilisant ses armes, Loki se laisse capturer par le Shield, provoque une émeute et poignarde le pauvre Phil Coulson dans le dos. Mais ne vous inquiétez pas, il s'en remet. Le tumulte qui s'ensuit donne aux super-héros une raison de s'unir. Le résultat, c'est la bataille de New York, au cours de laquelle les Avengers, Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk et Hawkeye sont réunis pour la première fois en tant qu'équipe. Les gentils gagnent après que Loki ait été écrasé contre le sol 5 ou 6 fois. Mais la bataille n'est pas sans conséquences. Contrairement au monde réel, où le quartier est aujourd'hui agréable, la version MCU de Hell's Kitchen subit de lourds dégâts. Il devient un centre de corruption et de malversation pendant sa reconstruction. Cette injustice pousse l'avocat aveugle Matt Murdock à endosser l'identité de Daredevil pour lutter contre le caïd criminel Wilson Fisk. Et il finit par faire équipe avec d'autres justiciers urbains dotés de super-pouvoirs, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et d'une certaine manière, The Punisher sur Netflix. La reconstruction de New York est principalement prise en charge par le tout nouveau département du contrôle des dégâts, qui récupère le contrat lucratif et laisse le chef de chantier Adrian Toomes amer et en possession d'une technologie extraterrestre avancée. Toomes construit sa propre entreprise criminelle souterraine, vendant des armes Chitauri issues de rétro-ingénierie sur le marché noir. Bien que la bataille de New York ait apporté son lot de traumatisme, elle a aussi inspiré certaines personnes. Après avoir vu Clint Barton lui sauver la vie sans le savoir en combattant des extraterrestres avec un arc, la jeune Kate Bishop, 10 ans, décide d'apprendre le tir à l'arc et les arts martiaux pour protéger sa famille des menaces futures. Elle s'avère être une prodige douée, mais extrêmement imprudente, qui endommage souvent des biens publics avec ses tirs acrobatiques. En 2013, Tony Stark est particulièrement bouleversé par le fait que son univers s'élargit soudainement pour inclure des dieux, des extraterrestres et d'autres forces cosmiques incompréhensibles. Il doit faire face à un stress post-traumatique, ce qui coïncide malheureusement avec le retour d'Aldrich Killian. Killian a mené des expériences avec le traitement régénératif extremis de Maya Hansen, qui a malheureusement tendance à faire exploser ses sujets. Pour couvrir ces opérations, Killian s'approprie les 10 anneaux de Wenwu et crée un terroriste fictif inspiré de Wenwu, appelé le Mandarin, engageant un acteur nommé Trevor Slattery pour l'incarner dans des vidéos menaçantes. Le complot est découvert et arrêté par Tony et Rhodey. Je n'irai pas là-dedans avant 20 minutes. Après les événements, Killian est tué par Pepper Potts et Slattery est envoyé en prison fédérale, où il est ensuite enlevé par les vrais 10 anneaux pour avoir usurpé l'identité de Wenwu.
Bien que Wenwu ait l'intention de tuer cet homme étrange qui s'est nommé d'après un plat de poulet, il change d'avis après avoir vu à quel point Slattery est doué pour jouer Shakespeare et décide d'en faire son bouffon. À cette époque, Phil Coulson refait surface et commence à recruter de nouveaux membres pour ses propres agents du SHIELD. Ils vivent leurs propres aventures, dont beaucoup impliquent les Inhumains et Ghost Rider. Mais comme de bons agents secrets, la plupart de ces événements passent inaperçus lors des grands événements du MCU. De plus, Malekith revient et Thor l'affronte, et Loki devient le dernier d'une longue lignée de morts présumés qui ne le sont en réalité pas. Il cache Oda dans une maison de retraite à New York, puis prend son identité, régnant sur Asgard et mettant en scène des pièces acclamées par la critique. Je suis désolé pour cette histoire avec le Tesseract. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis un farceur. En 2014, le complot de plusieurs décennies d'Hydra pour infiltrer et prendre le contrôle de l'Amérique est enfin découvert par Captain America et Black Widow, qui apprennent également que le soldat de l'hiver est Bucky Barnes, victime d'un lavage de cerveau. Pendant que Captain America se bat pour restaurer les souvenirs de son meilleur ami, le complot d'Hydra est révélé, et dans la foulée, le SHIELD s'effondre, laissant les Avengers sans la supervision ni le soutien de la grande organisation. Ce vide de pouvoir conduit directement Tony Stark et Bruce Banner à tenter de créer une intelligence artificielle qui aiderait à protéger le monde. Malheureusement, ils ont complètement raté ce plan et ont créé à la place un robot génocidaire nommé Ultron, qui finit par détruire une ville entière, entraînant la dislocation du pays Sokovie. Immédiatement après la bataille, Hulk détourne un Quinjet et s'envole dans l'espace, atterrissant finalement sur Sakaar. Espérant obtenir un allié contre Ultron, Tony et Bruce combinaient la pierre de l'esprit, un corps synthétique créé par Ultron, et l'IA embarquée de Tony, Jarvis, pour créer une IA bien plus héroïque appelée Vision. La sorcière rouge et Vif Argent, qui ne sont pas des mutants, rejoignent aussi l'équipe. Le sprinter Vif Argent meurt immédiatement, en partie à cause des balles, mais surtout parce que Disney et Fox avaient des problèmes pour déterminer les droits cinématographiques du personnage. La destruction en Sokovie tue également la famille de Helmut Zemo, qui consacre alors sa vie à la vengeance. Pendant que tout cela se passe, Peter Quill est dans l'espace pour une mission visant à voler un orbe précieux qui, sans qu'il le sache, contient la pierre d'infinité connue sous le nom de pierre de puissance. Celle-là le met dans la ligne de mire de Ronan l'Accusateur, qui cherche une autre pierre d'infinité depuis 1995, ainsi que de Thanos, qui envoie Gamora à ses trousses. Quill et Gamora finissent par croiser Drax, un guerrier qui prend tout au pied de la lettre, dont la famille a été tuée par Thanos, Rocket, le raton laveur amélioré cybernétiquement, et Groot, un arbre. Après avoir été emprisonnés ensemble, les 5 organisent une évasion, battent Ronan lors d'un concours de danse et récupèrent la pierre de puissance grâce à la véritable force qui est l'amitié. Au cours de l'aventure, Groot meurt, laissant derrière lui une jeune pousse de bébé Groot, et le groupe se baptise les Gardiens de la Galaxie. Il confie la pierre de pouvoir au Corps Nova, policier de l'espace sur Xandar. Peu de temps après, Thanos attaque Xandar et la récupère pour lui-même. En 2015, un ingénieur électricien nommé Scott Lang sort de prison et tombe sur l'ancien équipement de changement de taille de Hank Pym. Sous la direction de Pym et de sa fille Hope, Lang devient le deuxième Ant-Man et aide à empêcher que les particules Pym ne tombent entre les mains du trafiquant d'armes maléfique Darren Cross. Lorsque Darren enfile sa propre combinaison de changement de taille et devient le méchant Yellow Jacket, Lang devient subatomique et endommage la combinaison de Yellow Jacket à tel point que le méchant semble rétrécir jusqu'à disparaître. En réalité, Cross voyage jusqu'au Royaume Quantique, où il est retrouvé par Kang et reconstruit en tant que MODOK, l'organisme mécanisé conçu uniquement pour tuer. Plus importante encore, c'est probablement à cette période qu'un garçon nommé Peter Parker se fait mordre par une araignée radioactive, essaie de profiter de ses pouvoirs en devenant célèbre sous le nom de l'Homme-Araignée et échoue à arrêter un voleur qui tuera plus tard son oncle Ben. Rien de tout cela n'est vraiment abordé dans le MCU, mais vous avez peut-être vu 5 films à ce sujet. L'année suivante, le plan de Helmut Zemo pour détruire les Avengers aboutit. Alors que le monde réagit à la destruction de Sokovie en essayant de mettre en place une nouvelle supervision gouvernementale sur les Avengers, Zemo creuse davantage le fossé entre Captain America et Iron Man en révélant que Bucky est celui qui a tué les parents de Tony Stark. Il fait également accuser Bucky de l'assassinat du roi T'Chaka du Wakanda, laissant le fils du roi, T'Challa, prendre la tête du pays. Sans oublier l'identité et les pouvoirs de la Panthère Noire.
Au final, les Avengers se séparent, les partisans de Captain America entrent dans la clandestinité et T'Challa refuse d'offrir à Zemo la mort qu'il souhaite. Bucky obtient également refuge et traitement en toute sécurité au Wakanda après que T'Challa se rend compte qu'ils ont tous été manipulés par Zemo. Après l'emprisonnement du reste de l'équipe de Captain America, Natasha Romanoff quitte les États-Unis et passe un moment en Norvège à regarder des films de James Bond. Malheureusement, ses vacances sont écourtées lorsqu'elle est attaquée par Taskmaster, un assassin capable d'imiter n'importe quel style de combat. Plus tard, elle découvre que Taskmaster est la fille sous contrôle mental du général Dreykov, toujours en vie, qui a relancé une version encore plus cruelle de la Chambre Rouge, laquelle lave le cerveau de nouvelles veuves noires et les prive de leur libre arbitre. L'une de ces veuves noires s'avère être la sœur de Natasha, Yelena. Libérée de son conditionnement par une autre veuve, Yelena envoie l'antidote contre le lavage de cerveau à Natasha, l'entraînant dans le combat. Ensemble, Yelena et Natasha s'efforcent de retrouver leurs anciens parents, Alexis et Melina, et de vraiment tuer Dreykov cette fois-ci. Malgré leurs nombreux problèmes, cette famille dysfonctionnelle en mission d'infiltration s'unit pour faire tomber la Chambre Rouge. À la fin, Yelena se met à libérer les veuves noires à travers le monde, tandis que Natasha part délivrer son autre famille, les Avengers, de prison. Pendant que tout cela se passe, le docteur Stephen Strange, qui a perdu la motricité fine de ses mains après un accident de voiture, cherche l'Ancien et s'entraîne pour devenir un maître des arts mystiques. Il arrête une invasion de Dormammu, une force démoniaque de la dimension noire, en utilisant la pierre du temps pour piéger Dormammu dans une boucle temporelle où l'entité tue Strange encore et encore, jusqu'à ce que le méchant cosmique soit suffisamment agacé pour laisser la Terre tranquille. Pendant ce temps, les gardiens de la galaxie rencontrent Ego et la demi-sœur de Peter Quill, Mantis. Ego révèle que Peter est son fils et l'héritier de son pouvoir, mais lorsqu'il tente de le manipuler pour conquérir toute la galaxie, Mantis s'allie avec les gardiens pour tuer la planète vivante. Les Guardians attirent également la colère des souverains après que Rocket vole certaines de leurs batteries sans aucune raison. En représailles, leur chef, Aisha, décide de créer un souverain plus puissant nommé Adam pour traquer les gardiens. En l'absence des Avengers, Tony Stark prend Peter Parker sous son aile. En tant que Spider-Man, Peter affronte le trafiquant d'armes vautour, alias Adrian Toomes, qui se révèle être le père de sa cavalière au bal de promo. Le vautour est vaincu, arrêté et envoyé en prison. Mais pas avant que lui et plusieurs camarades de classe de Peter découvrent la véritable identité de Spider-Man. Tony Stark finit aussi par demander Pepper Potts en mariage. Pour montrer que Peter n'est pas le seul ado avec des super pouvoirs dans le MCU, à la Nouvelle-Orléans, Tandy Bowen et Tyrone Johnson obtiennent des pouvoirs de lumière et d'obscurité et deviennent les justiciers Cloak et Dagger. Pendant ce temps, sur la côte ouest, l'adolescent privilégié Alex Wilder et ses amis découvrent que leurs parents sont tous des super-vilains qui dirigent une puissante organisation criminelle appelée la Pride. Les jeunes fouilles découvrent que beaucoup d'entre eux ont des super-pouvoirs ou des liens avec des technologies avancées. Ils se retrouvent aux prises avec des artefacts dangereux comme le Darkhold. Malheureusement, il semble que Peter ne rencontrera aucun de ces jeunes héros, car leurs univers ne sont que très peu liés au MCU. Pendant ce temps, Mark Spector épouse Layla El Fugly, la fille de l'un des archéologues qu'il n'a pas pu sauver la nuit où il est devenu Moon Knight. Les deux partagent de nombreuses aventures, mais quand Spector découvre que Khonshu veut faire de Layla son nouvel avatar, il lui envoie des papiers de divorce pour la protéger en s'éloignant d'elle. À Asgard, Thor revient après 2 ans passés à chercher les pierres d'infinité dans différents royaumes, pour découvrir que Loki s'est fait passer pour Odin pendant tout ce temps. Lorsque Thor et Loki retrouvent le véritable Odin, il est à la fin de sa vie, et sa mort permet à Hela de s'échapper après des millénaires d'emprisonnement. Elle détruit Mjolnir, projette les 2 frères dans l'espace et prend le contrôle d'Asgard. Thor se retrouve sur Sakaar, où il recrute Hulk et Valkyrie pour une mission visant à renverser Hela, ce qui se passe aussi bien que possible pour un plan qui se termine par la destruction totale d'Asgard par le géant de feu. À Wakanda, le règne de T'Challa est contesté par son cousin Eric Killmonger, qui s'allie avec le trafiquant d'armes maléfique Ulysses Klaue, puis le trahit afin de gagner la faveur des Wakandais qui connaissent Klaue comme un contrebandier de vibranium. Eric manque de tuer T'Challa, usurpe sa position de Black Panther et détruit toutes les herbes en forme de cœur du Wakanda pour consolider sa base de pouvoir. Après avoir été présumé mort, T'Challa revient et, aidé par Nakia, Okoye et Shuri, reprend le contrôle de son pays. Plus tard, il a secrètement eu un fils avec Nakia, qui décide d'élever son enfant en Haïti, loin des ennemis du Black Panther.
Après 6 ans d'attente, Thanos décide de chercher lui-même les pierres d'infinité, et les conséquences sont dévastatrices. Il tue Loki, sacrifie sa fille Gamora pour obtenir la pierre de l'âme et anéantit presque les derniers survivants d'Asgard. Alors qu'il cherche les pierres restantes, la situation empire, forçant tous les Avengers à se réunir de nouveau pour régler ça, sauf Hawkeye et Ant-Man, assignés à résidence pour avoir violé les accords de Sokovie. Ils peinent à s'en sortir. Malgré le fait de combattre sur 2 fronts, avec une petite équipe dans l'espace et une force massive sur Terre, Thanos rassemble les pierres, claque des doigts et tue la moitié des formes de vie de l'univers, les réduisant en poussière. Avant de se dissoudre, Nick Fury utilise le pager spatial pour alerter Captain Marvel que la Terre a besoin de son aide. Un mois plus tard, Captain Marvel et les Avengers survivants retrouvent Thanos dans l'espace, seulement pour découvrir qu'il a détruit les pierres et, avec elles, toute chance de ramener à la vie la moitié des êtres vivants de l'univers qui a disparu. Thor décapite Thanos et les Avengers rentrent chez eux. Ant-Man et ses amis manquent tous ces événements en raison de leur implication dans un film de braquage relativement autonome. Aux côtés de Scott Lang et de la nouvelle guêpe Hope Van Dyne, Hank Pym enfile sa combinaison et explore le royaume quantique afin de sauver la guêpe originale, Janet. L'équipe repousse à plusieurs reprises les attaques d'un mystérieux être au super-pouvoir, appelé Fantôme. Plus tard, Lang explore le royaume quantique au moment où le claquement de doigts de Thanos réduit Hank Pym et les 2 femmes Van Dyne en poussière, piégeant l'homme-fourmi dans le royaume subatomique. Pendant qu'il est là, 5 années s'écoulent, au cours desquelles les héros gèrent le traumatisme horrible de différentes manières. Notamment, Tony Stark et Pepper Potts ont une fille nommée Morgan, Banner fusionne son cerveau avec Hulk et Thor devient un joueur en surpoids après avoir aidé à fonder la nouvelle Asgard en Norvège. Œil de Faucon, après avoir perdu sa famille lors du claquement de doigts, devient justicier solitaire. Il adopte une nouvelle coiffure et une identité d'anti-héros sous le nom impitoyable de Ronin, traquant et tuant sans pitié des criminels à travers le monde. L'un de ces criminels est William Lopez, le père de la combattante prodige Maya. Après avoir vu son père mourir, Maya jure de se venger de Ronin, sans savoir que le patron de son père, Caïd, voulait la mort de William. Après qu'Ant-Man soit revenu du royaume quantique, où seulement quelques heures se sont écoulées pour lui, les héros réalisent que la solution au problème est bien sûr le voyage dans le temps. Avec l'aide d'Iron Man, Rocket, d'une Nebula réformée et du Hulk désormais intelligent, les héros voyagent à différents moments clés de la chronologie, notamment en 1970, 2012 et 2014, pour récupérer les pierres d'infinité de ces époques, ainsi que Mjolnir, vers 2013. Malheureusement, les Avengers ramènent aussi involontairement le Thanos de 2014 en 2023 avec tous ses sbires. C'est là inclut une Gamora alternative sans souvenir de sa vie avec les Gardiens. Heureusement, Hulk utilise un gant de l'infini reconstruit pour ramener tout le monde à la vie, et pratiquement chaque héros du MCU affronte Thanos en même temps. Le coup final est porté par Iron Man qui meurt sur le champ de bataille. Après s'être réunis pour des funérailles, Steve Rogers saute dans le flux temporel pour tout remettre à sa place, puis revient après avoir vécu une vie entière avec Peggy Carter dans un passé alternatif afin de léguer son bouclier à Sam Wilson, faisant de lui le nouveau Captain America. En dehors du MCU principal, la version de Loki que les Avengers ont libérée d'une réalité alternative de 2012 dans Avengers Endgame se retrouve dans le désert de Gobi, où il commence immédiatement à accomplir son glorieux dessein en essayant de conquérir à nouveau le monde. À la place, il est récupéré par l'Autorité des variations temporelles, ou TVA, une police du temps chargée de traquer les variantes rebelles comme Loki et de détruire les lignes temporelles alternatives avant qu'elles ne s'éloignent trop de leur ligne temporelle sacrée. Loki est associé à Mobius, un agent compréhensif de la TVA qui recrute le dieu de la malice dans l'agence pour l'aider à retrouver leur dernière cible, une autre variante de Loki. Il ne s'agit pas de toi. Cette variante s'avère être une version féminine de Loki appelée Sylvie, qui relance le multivers, permettant à de nombreuses lignes temporelles rebelles d'apparaître au fil de l'histoire. Loki fait équipe avec Sylvie et découvre que la TVA est composée de variantes recrutées de force dans l'organisation pour élaguer les lignes temporelles rebelles et empêcher des versions vraiment maléfiques du mystérieux chef de la TVA, une autre variante de Kang, de tout détruire. Sylvie choisit d'assassiner le cerveau de l'opération au lieu de laisser la supercherie continuer, rendant ainsi le multivers incontrôlable. Bien que cela puisse détruire la réalité, cela rend la vie d'un être cosmique bien plus intéressante. Le voyeur quasi-divin. The Guardian observe des réalités dans lesquelles Peggy Carter reçoit le sérum du super soldat, où Doctor Strange détruit son univers et où Thor devient fêtard.
Finalement, le gardien est forcé d'évoluer, passant d'observateur à acteur, lorsqu'une variante d'Ultron menace de détruire toute vie consciente dans le multivers. En rassemblant sa propre équipe de gardiens du multivers, le gardien manipule les événements afin que les réalités alternatives puissent continuer à coexister. Quelque temps après la recréation du multiverse, une jeune fille nommée America Chavez développe la capacité de voyager à travers des réalités alternatives. Incapable de contrôler son pouvoir, elle envoie accidentellement ses parents dans un monde inconnu avant de traverser elle-même plusieurs univers parallèles. En chemin, elle se fait des amis, souvent des variantes de Doctor Strange. Dans l'univers principal du MCU, les effets du claquement de doigts inversé de Hulk se font sentir aussi bien à l'échelle cosmique que dans la vie de tous les jours. Des personnes comme Yelena Belova et Monica Rambeau réapparaissent soudainement pour découvrir que 5 années se sont écoulées et que leurs proches ont disparu. Reprendre leur vie est difficile, car d'autres occupent leur maison et des milliards restent légalement morts. Des réseaux de soutien apparaissent, tandis que des pays expulsent aussi les immigrants récents face à la hausse de population. Estimant que la vie était meilleure durant le blip, quand la moitié des êtres avaient disparu, certains réagissent violemment à ces changements. L'anarchiste Carly Morgenthau forme un groupe terroriste, les Flag Smashers, pour attaquer les gouvernements qui menacent sa vision d'un monde unifié, et renforce même son équipe avec une nouvelle version du sérum du super soldat. Cela la met dans la ligne de mire de Sam Wilson, qui rejette la demande de Steve Rogers de devenir le nouveau Captain America. Après avoir travaillé avec Bucky Barnes et constaté comment l'héritage de Steve peut être terni par des successeurs indignes comme le dangereux et instable John Walker, Sam endosse le rôle de Captain America et arrête les Flag Smashers. Profitant du chaos mondial et des récentes apparitions de personnes surpuissantes, une mystérieuse femme nommée Valentina Allegra de Fontaine commence à recruter des individus améliorés, dont Yelena Belova et John Walker, pour un projet inconnu. Pendant ce temps, Sharon, nièce de Peggy Carter et ex-agente du SHIELD, devient hors-la-loi et vend des armes du gouvernement américain à des terroristes comme Power Broker de la nation insulaire de Madripoor. Sam rencontre aussi Isaiah Bradley, âgé, et découvre son histoire. Bien qu'Isaiah soit sceptique à l'idée d'un Captain America noir, Sam organise une exposition sur le service d'Isaiah au Smithsonian afin que tout le monde connaisse le premier super soldat afro-américain des États-Unis. La soudaine augmentation de la vie consciente sur Terre déclenche également l'émergence, qui menace de détruire la planète entière lorsqu'un nouveau céleste naît. Avertis par l'événement cosmique et quelques déviants restants, les Éternels se réunissent à nouveau. Avant, ils observaient sans agir et laissaient les planètes être détruites. Maintenant, certains aiment assez l'humanité pour essayer de sauver la Terre. Cersei obtient assez de pouvoir de ses alliés pour stopper la naissance du céleste Tiamat, tandis qu'Arishem utilise les souvenirs des Éternels pour décider du sort de la Terre. En Europe, Peter Parker tente de passer des vacances sans avoir à être Spider-Man. Malheureusement, cela devient impossible lorsque Nick Fury, en réalité le Skrull métamorphe Talos, qui remplace Fury pendant que celui-ci est en vacances dans l'espace, recrute l'homme araignée pour aider Mysterio, un homme prétendant venir d'un univers alternatif, à sauver le monde de dangereux êtres élémentaires. Sauf que tout cela est un mensonge. Mysterio n'est autre que Quentin Beck, un ancien employé de Stark mécontent qui utilise Peter pour mettre la main sur une paire de lunettes Stark Tech capable de contrôler une armée de drones armés. L'homme araignée surmonte les illusions de Mysterio pour empêcher la mort de milliers de personnes. Mais dans un dernier acte de dépit, Mysterio révèle l'identité secrète de Peter au monde entier. Pendant ce temps, l'ex-assassin Shang-Chi, désormais voiturier sous le nom de Sean, découvre que son père en a après lui, après que des agents des 10 Anneaux volent le pendentif en jade de sa mère. Faisant équipe avec sa sœur, Shang-Chi affronte enfin ses problèmes avec son père en se rendant à Talo et en empêchant Wen-Wu de déchaîner sur le monde le monstre dévoreur d'âmes connu sous le nom de l'habitant des ténèbres. Avant de mourir pour sauver son fils, Wen-Wu confie à Shang-Chi les 10 Anneaux, qui commencent à envoyer des signaux dans l'univers. Pendant que tout cela se passe, une Avenger rebelle crée sans le savoir sa propre forme de chaos dans la petite ville de Westview, dans le New Jersey. Incapable de faire face à la perte de vision, que Thanos tue en lui arrachant la pierre de l'esprit de la tête, Wanda Maximoff manifeste de puissantes capacités de manipulation de la réalité. Puisant dans son amour d'enfance pour les sitcoms américaines, Wanda transforme Westview en une ville idyllique où elle mène une vie de banlieue avec une nouvelle version de Vision. Elle donne même naissance à 2 garçons jumeaux qui grandissent vite en un épisode. Pour maintenir cette illusion, Wanda contrôle, sans le vouloir, l'esprit des habitants de Westview,
en faisant ses marionnettes. Ces activités attirent l'attention de la nouvelle agence de renseignement SWORD et d'Agatha Harkness. Alors que Wanda finit par reprendre ses esprits et tente de libérer Westview, Agatha pousse Wanda à l'affronter dans un combat. Cependant, Wanda l'emporte et, bien qu'elle doive sacrifier sa vie heureuse avec son mari et ses enfants, elle accepte son nouveau rôle en tant que sorcière rouge. Elle prend également le Darkhold d'Agatha et commence à rêver à des réalités alternatives où ses fils sont toujours en vie. Mais peut-être que Wanda aurait simplement dû tenir un peu plus longtemps au lieu de recourir immédiatement au Darkhold. Ces deux garçons, Billy et Tommy, ne disparaissent pas pour toujours lorsque Lex s'efface. William Kaplan décède dans un accident de voiture alors que Lex disparaît. Billy Maximoff peut ainsi prendre possession de son corps et contrôler sa vie durant plusieurs années. Il retrouve Agatha pour voyager sur la route des sorcières et obtenir ce qu'il souhaite, ce qui nécessite de trouver un réceptacle pour l'esprit de Tommy, qu'il trouve. Les pouvoirs de manipulation de la réalité de Wanda sont aussi modifiés durablement. Une femme, l'agente du SWORD, la capitaine Monica Rambeau, la fille adulte de la meilleure amie de Carol Danvers, Maria. Monica tente d'aider Wanda à surmonter son chagrin et est exposée à plusieurs reprises aux énergies de l'ex de Wanda. Celle-là réécrit les cellules de Monica, lui donnant le pouvoir d'absorber l'énergie et de devenir intangible. Après avoir entendu parler de ses actions à Westview, Nick Fury envoie un Skrull demander à Monica de le rejoindre pour une mission dans l'espace. Son identité révélée, Peter sollicite Doctor Strange, espérant que le sorcier effacera ses problèmes d'un claquement de doigts. À la place, Strange propose de lancer un sort pour que le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man. C'est une solution idéale jusqu'à ce que Peter demande à Strange de réécrire le sort, provoquant des fractures dans le multivers et attirant ceux qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Bientôt, des méchants de Spider-Man issus de différents univers cinématographiques, dont Dr. Octopus, l'Homme Sable, le Lézard et Electro, commencent à s'introduire dans le MCU. Cependant, le pire nouvel arrivant est le Bouffon Vert, qui tue la tante May de Peter. Désemparé, Peter reçoit de l'aide d'une source inattendue. Deux Peter Parker du multiverse qui ressemblent beaucoup à Andrew Garfield et Tobey Maguire. Ensemble, les Spider-Man élaborent des remèdes créatifs pour leurs ennemis et neutralisent les pouvoirs de leurs adversaires communs. Alors que la situation s'améliore, le multivers se fracture. Peter demande à Strange de faire oublier Peter Parker au monde entier et d'empêcher les méchants de traverser. Cela fait essentiellement de Peter une non-entité dans le MCU. Le coupe de son réseau de soutien composé de héros et d'amis et le prépare à une toute nouvelle trilogie de films solo sur Spider-Man. Le sort de Strange coince aussi le vautour dans l'univers Sony, tandis que le Venom de Sony apparaît brièvement dans le MCU. Au lieu d'affronter l'homme araignée, il passe son séjour à se saouler dans un bar mexicain et donne accidentellement naissance à un nouveau symbiote qu'il laisse sans le savoir dans le MCU. Cependant, tous les héros n'ont pas à passer les fêtes seuls. À 22 ans, Kate Bishop s'introduit dans une vente aux enchères clandestine à New York et vole l'ancien costume de Ronin de Clint Barton, attirant sur elle l'attention dangereuse de la mafia en survêt et du caïd. Heureusement, Œil de Faucon est en ville avec sa famille pour voir l'embarrassant mais entraînant Rogers, la comédie musicale. Espérant au départ récupérer son costume de Ronin et éviter à Kate d'avoir des ennuis, Clint finit par devenir le mentor de Kate alors qu'ils affrontent Maya Lopez, alias Echo, Yelena Belova et le caïd. Après s'être rapproché de Clint par leur traumatisme commun et s'être montré très doué pour tirer sur les gens avec des flèches truquées, Kate semble prête à reprendre le flambeau d'Œil de Faucon et à rejoindre la nouvelle génération de super-héros du MCU. America Chavez, désormais adolescente, est poursuivie par des agents démoniaques qui tuent une variante de Doctor Strange. America et le cadavre de Strange se retrouvent accidentellement dans l'univers principal de Marvel. Notre Doctor Strange découvre que Wanda Maximoff, désormais corrompue par le Darkhold, veut voler les pouvoirs de voyage dans le multivers d'America afin de pouvoir vivre dans un monde où ses deux fils jumeaux sont en vie. Lorsque Strange et les sorciers de Camartage tentent de lui barrer la route, Wanda tue les sorciers, forçant America et Strange à s'enfuir sur la Terre 838. Là-bas, Strange est arrêté par les Illuminati de cet univers, une société secrète qui comprend des versions alternatives de Baron Mordo, Black Bolt, Captain Carter, Captain Marvel, le professeur Charles Xavier et Reed Richards des Quatre Fantastiques. Pensant que Strange est la vraie menace pour le multiverse, les Illuminati ont ignoré ses avertissements sur la sorcière rouge.
C'est la cause de leur perte lorsque Wanda se rend sur Terre 838 en possédant le corps de son alter ego et massacre les Illuminati. Elle bannit ensuite Strange dans un autre monde alternatif où Strange découvre que sa variante est un arrogant imbécile qui a provoqué la fin de son univers. En utilisant le Darkhold de ce monde, Strange possède le corps de la variante morte de Doctor Strange sur son monde d'origine et affronte Wanda. Heureusement, America parvient à faire comprendre à Wanda ses erreurs en la ramenant sur Terre 838, où ses fils sont horrifiés par l'être maléfique qu'elle est devenue. Remplie de remords, Wanda fait s'effondrer la structure du mont Wundagore et détruit le Darkhold dans toutes les réalités avant de sembler se suicider. Peu après, Strange, portant un troisième œil à cause du Darkhold, croise Clea, sorcière des dimensions obscures, qui l'informe qu'il a provoqué une incursion dans sa réalité d'origine. Strange et Clea plongent alors dans la dimension obscure, indiquant qu'à mesure que l'univers cinématographique Marvel continue de s'étendre, nous n'aurons pas affaire à un seul univers, mais à plusieurs. De l'autre côté de l'Atlantique, à Londres, Stephen Grant, un employé de boutique de souvenirs au tempérament doux, souffre de perte de mémoire régulière et découvre qu'il est une personnalité alternative de Mark Spector, le Chevalier de la Lune. Après l'effondrement nerveux de Mark après la mort de sa mère, Stephen prend le contrôle du corps et trouve un emploi à la Galerie nationale d'art. Bien qu'il soit maltraité par ses collègues, Stephen garde son optimisme et essaie de mener une vie paisible. Cette vie est bouleversée lorsque Arthur Harrow, un ancien avatar de Khonshu, refait surface en tant que nouvel avatar d'Amit, la déesse égyptienne de la rétribution divine. Espérant arrêter tout mal de manière préventive, en détruisant tout le monde avant qu'il n'ait la chance de commettre un acte malfaisant. Harrow et son culte libèrent Amit et envoient des gens à la mort avant leur heure. Pour l'arrêter, Stephen et Mark font équipe avec Layla, qui acquiert ses propres super-pouvoirs en devenant l'avatar de la déesse Tawere, et parviennent à emprisonner Amit dans la forme mortelle de Harrow. Bien que Stephen parvienne à conclure un accord avec Khonshu pour libérer Mark et lui-même du service du dieu de la lune, il ne se rend pas compte que Mark a une troisième personnalité, le meurtrier Jake Lockley, qui continue de tuer des gens pour Khonshu. Après des mois avec les gardiens de la galaxie, Thor s'est remis de la dépression causée par son incapacité à empêcher le claquement de doigts de Thanos. Il apprend que le terrifiant Gore le boucher des dieux a massacré des dieux à travers le cosmos avec son épée ultra puissante, la Necrosword. Avec l'aide du roi Valkyrie et de la nouvelle Thor, qui s'avère être Jane Foster, l'ex-petite amie de Thor, Thor vainc Gore, mais pas sans conséquences. Foster meurt et voyage vers l'au-delà nordique, le Valhalla. Selon ses souhaits, Thor recueille la fille surpuissante de Gore, qui porte le nom de Love. Les actions de Thor lui ont valu de nouveaux ennemis mortels, le dieu grec Zeus et son fils Hercule, qui jurent de se venger de Thor et des autres héros de la Terre. Dans le New Jersey, jeune fan des Avengers nommée Kamala Khan se retrouve prise dans une querelle ancestrale opposant une organisation de protecteurs pakistanais appelée l'Ordre des Poignards Rouges à un groupe d'envahisseurs interdimensionnels connu sous le nom de clandestins. Kamala découvre qu'elle est une descendante des clandestins et donc une hybride mutante dotée de super-pouvoirs. Avec l'aide de ses amis et à travers une série d'épreuves qui lui permettent de maîtriser ses nouveaux pouvoirs, Kamala expulse les clandestins envahisseurs et sauve la Terre, adoptant au passage le surnom de Miss Marvel. La communauté des super-héros grandit toujours. Après un accident de voiture qui pousse l'avocate Jennifer Walters à absorber le sang irradié aux rayons gamma de son cousin Bruce Banner, elle devient elle-même une Hulk. Au lieu de combattre le crime en se faisant justicière, Walters choisit d'utiliser sa nouvelle perspective d'initié pour représenter les surhumains au tribunal. Qui diable es-tu? Jennifer Walters, advocate. Travaillant avec le cabinet d'avocats GLK et H à Los Angeles, She-Hulk s'occupe d'affaires impliquant l'Abomination, Wong, Titania et bien d'autres. 5 mois après les événements de Hawkeye, Echo est désormais du bon côté de la loi. Elle revient dans sa ville natale en Oklahoma pour renouer avec son passé et corriger des erreurs. Mais Wilson Fisk, qui l'a presque élevée, la suit. Elle a toujours été redoutable au combat rapproché, mais à la fin d'Echo, elle acquiert des capacités de guérison et les utilise pour accéder au traumatisme passé du caïd afin de l'aider à aller de l'avant. Cela permet à Echo de trouver la paix dont elle avait tant besoin. Fisk voit également un reportage sur la course à la mairie de New York, et il est clair qu'il a des ambitions politiques pour l'avenir. En Wakanda, le roi T'Challa contracte une maladie mystérieuse et est en phase terminale. Shuri tente de sauver sa vie en fabriquant une herbe en forme de cœur artificiel pour remplacer celle qu'Eric Killmonger a détruite. Cependant, elle n'a pas assez de temps et T'Challa meurt.
À Cambridge, Massachusetts, la jeune prodige Riri Williams dirige une entreprise privée où elle fait les devoirs de ses camarades pour de l'argent. Elle utilise l'argent pour financer ses propres projets privés, y compris une armure de style Iron Man. L'une de ses inventions, un détecteur de vibranium qu'elle a créé pour son cours de métallurgie, est récupéré par la CIA qui l'utilise pour rechercher des gisements de vibranium sur Terre. Malheureusement, cela leur permet de découvrir le royaume sous-marin de Talokan, plaçant les États-Unis en conflit avec le peuple de Namor. Namor approche la reine Ramonda et Shuri au Wakanda et leur montre le détecteur de vibranium, leur disant qu'il veut la scientifique qui l'a construit. Inquiète, Shuri et Okoye se rendent au MIT pour avertir Riri. Mais Riri et Shuri sont ensuite faites prisonnières par les Talokanils. Namor propose une alliance entre le Wakanda et Talokan. Mais lorsque Shuri et Riri s'échappent, Namor attaque le Wakanda et la reine Ramonda est tuée. En utilisant une plante de Talokan pour recréer l'herbe en forme de cœur, Shuri devient la nouvelle panthère noire et mène le Wakanda contre les forces attaquantes. La vengeance nous a consumés. Nous ne pouvons pas laisser cela consumer notre peuple. Malgré son désir de vengeance, elle choisit d'épargner Namor et établit une alliance pacifique entre leurs nations. Au lendemain de ces événements, Shuri parvient à se libérer de sa culpabilité concernant la mort de son frère et fait la connaissance du fils de Nakia, T'Challa, ou comme les Wakandais finiront par l'appeler, le prince T'Challa. De retour sur Terre, Scott Lang veut quitter sa vie de super-héros et promouvoir ses mémoires. Attention au petit gars, au grand mécontentement de sa fille Cassie, qui estime que le monde a toujours besoin de héros. Elle crée un satellite quantique capable d'envoyer des signaux au royaume quantique et de détecter si des personnes dans le monde subatomique ont besoin d'aide. Pendant qu'il le teste, le signal est détourné et Scott, Cassie, Hank, Janet et Hope sont aspirés à travers un portail dans le royaume quantique. Dans le royaume quantique, Janet est confrontée à son passé lorsqu'elle apprend que Kang a transformé le royaume en un royaume totalitaire. Scott et Cassie sont capturés par le souverain et retrouvent Darren Cross, désormais le sbire délirant de Kang, MODOK. Après que Kang oblige Ant-Man à récupérer son noyau d'énergie pour quitter le royaume quantique, Cassie s'échappe et rejoint les rebelles pour mener une révolte contre le tyran. Ils sont aidés par Janet, Hope, Hank, un MODOK repenti et l'équipe de fourmis hyper évoluée de Hank. À la fin, Hope aide Scott à détruire à la fois le noyau d'énergie et Kang avant qu'il ne retourne sur Terre. Dans l'espace, Peter Quill est en pleine dépression après avoir perdu Gamora et vu sa variante alternative partir vers des lieux inconnus. Voulant aider son frère à surmonter son chagrin, Mantis fait équipe avec Drax pour se rendre sur Terre et offrir à Peter un cadeau de Noël spécial, Kevin Bacon, l'acteur de Footloose. Star-Lord est horrifié par l'enlèvement, mais Kevin Bacon décide de fêter Noël avec les Gardiens après avoir appris que ses films ont inspiré Peter à sauver l'univers en dansant. Plus tard, Mantis révèle à Peter leur parenté commune, lui rappelant qu'il a encore de la famille parmi les étoiles. La situation s'assombrit quand Adam Warlock, la nouvelle création des souverains, attaque Knowhere et blesse gravement Rocket. En découvrant que le maître de l'évolution a mis un interrupteur de mise à mort dans les implants de Rocket pour empêcher toute tentative de soin, l'équipe part sur Contre-Terre, la planète du maître, afin de sauver leur ami. Au cours de cette aventure, ils retrouvent Gamora, qui a rejoint les Ravageurs. Ensemble, les gardiens de la galaxie sauvent Rocket et vainquent le maître de l'évolution. Par la suite, Peter retourne sur Terre pour être avec son grand-père. Gamora retourne auprès des Ravageurs. Mantis part pour un voyage de découverte de soi. Et Drax et Nebula transforment Knowhere en sanctuaire pour les peuples et races déplacées. Cela laisse Rocket, désormais capitaine des Gardiens, former une nouvelle équipe composée d'un Groot adulte, du Ravageur Kregla, de Cosmo le chien de l'espace, de Phyla, une expérience du maître de l'évolution, et d'un Adam Warlock réformé. Il va sans dire que tuer une entité toute-puissante responsable du maintien de la chronologie sacrée entraîne quelques complications pour l'autorité des variations temporelles. Loki glisse dans le temps durant toute la saison 2, mais apprend à maîtriser ce pouvoir pour rétablir la paix dans la chronologie. Grâce à cela, Loki devient un dieu du temps, se plaçant au centre d'un nouveau multivers, loin de tous ses nouveaux amis. L'autorité des variations temporelles doit désormais maintenir ce multivers. L'autorité des variations temporelles surveille désormais toutes les variantes de Kang, et la chasseuse Bee Kans devient dirigeante de l'AVT, supervisant une nouvelle ère sans suppression des réalités divergentes. Le changement n'est pas toujours simple. Certains employés de l'AVT, comme M. Paradox, souhaitent continuer à élaguer pour contrôler la chronologie sacrée.
Paradox amène Wade Wilson, alias Deadpool, d'un univers alternatif à l'AVT pour l'intégrer officiellement dans le MCU. Sauf que cela se fait au prix de la destruction de sa réalité d'origine. Wade n'est pas fan de ça. Alors il recrute Wolverine d'une autre ligne temporelle pour l'aider dans sa croisade contre Paradox. Finalement, Deadpool et Wolverine réussissent. Et même s'ils restent tous les deux dans l'univers de Deadpool pour l'instant, B15 précise clairement que l'AVT pourrait faire appel à eux pour protéger le multivers. Je me reposerai à leur place. J'ai le sentiment que votre travail ne fait que commencer. Dis-le à ton père mourant. Du retour sur Terre dans la chronologie principale du MCU, les rouages des futurs conflits commencent lentement à tourner. Au fil des décennies, les Skrulls ont infiltré diverses structures de pouvoir à travers la planète. Tout cela atteint son paroxysme en 2025, lorsque Gravik met à exécution son plan pour acquérir les pouvoirs de plusieurs super-héros afin de devenir l'être le plus puissant de la planète. Gaia acquiert la même moisson pour se hisser à son niveau, et lors d'un ultime affrontement, finit par tuer Gravik, mettant ainsi fin à ses plans. Cela entraîne également la libération de ces humains puissants de leur capsule. Y compris Rhodey, qui a probablement été un Skrull depuis des années à ce stade. Secret Invasion a fortement éprouvé Nick Fury, qui n'a pas de répit, la série se concluant alors qu'il part dans l'espace. Cela le met sur une trajectoire de collision avec Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan. Fin 2025, ou peut-être début 2026, étant donné que Disney Plus place Secret Invasion après le spécial des fêtes des Gardiens de la Galaxie dans sa chronologie. Les pouvoirs du trio les lient, les faisant échanger de place quand elles les utilisent. Elles s'unissent pour empêcher Dar-Benn de piller d'autres planètes pour restaurer Ala, le monde natal des Kree. Elles l'arrêtent, mais Monica se retrouve alors dans une autre ligne temporelle. Que ce soit le monde de Deadpool ou autre chose, reste à voir, mais les X-Men sont au moins présents dans celui-ci, puisqu'elle rencontre Hank McCoy. L'absence forcée de Monica pèse sur l'équipe, mais Kamala est déterminée à former un nouveau groupe. Elle part à la recherche de Kate Bishop, et il est clair que ce n'est que le début de ce qui sera forcément les Young Avengers. Puisque Falcon et le Soldat de l'hiver se déroulent en 2024 et que Sam Wilson est Captain America depuis environ 2 ans dans Captain America Brave New World, il semble que le film commence en 2026 avec l'élection de Thaddeus Ross à la présidence. Bien que les élections présidentielles américaines aient normalement lieu les années divisibles par 4, il est possible qu'elles aient été décalées à cause du chaos du blip. Thaddeus Ross prête serment, prévoyant de consolider son héritage et de prouver à sa fille, Betty, qu'il peut apporter du bien dans le monde. Au cours de ses 100 premiers jours en tant que président, début 2027, Ross propose un traité qui permettra à plusieurs pays d'exploiter l'adamantium. Ce métal nouvellement découvert provient du corps de Tiamat, le céleste mort dans l'océan Indien. Mais après une tentative d'assassinat contre Ross par Isaiah Bradley, manipulé mentalement, et d'autres agents, Captain America et le nouveau Faucon, Joaquin Torres, doivent découvrir qui en est réellement responsable. Ils découvrent que Ross a gardé Samuel Stearns enfermé depuis les événements de l'incroyable Hulk, refusant de lui accorder sa liberté. Stearns veut se venger en contrôlant l'esprit des agents pour qu'ils lui obéissent, et en contaminant les pilules de Ross contre ses problèmes cardiaques avec des radiations gamma. Une guerre entre les États-Unis et le Japon menace d'éclater après l'attaque de pilotes sous contrôle mental contre les forces japonaises près de l'île Sentinelle. Mais Captain America et le Faucon calment la situation. Cela n'empêche pas Ross de se transformer en Hulk rouge lors d'une conférence de presse après avoir été interrogé sur des preuves montrant que son administration a volé de l'adamantium au Japon, un coup monté une fois de plus par Stearns. Captain America le neutralise, mais Ross est emprisonné dans le raft pour ses crimes avec Stearns. Valentina Allegra de Fontaine n'intègre pas seulement Yelena et John Walker à son projet Shadow Ops, elle recrute également Ghost et Taskmaster. Quand les auditions pour destitution menacent tout, Valentina ordonne de détruire toute preuve la liant au crime et manipule les autres pour qu'ils s'entretuent. Le groupe s'en aperçoit, mais seulement après la mort de Taskmaster. Les membres restants de l'équipe s'allient avec un amnésique nommé Bob, qui est à la fois le héros Sentry et le destructeur Void. Ils retrouvent aussi Bucky et le Gardien Rouge, qui baptisent cette équipe Thunderbolts. Personne ne s'en prend à la vallée de West Chesapeake. Thunderbolts, Thunderbolts! L'alter ego plus sombre de Bob sème le chaos à New York, transformant les gens en ombre. Pour sauver la situation, l'équipe s'aventure dans le vide pour aider Bob à retrouver la lumière et stopper sa folie destructrice.
Valentina, voyant une opportunité marketing, renomme le groupe Nouveaux Avengers, bien que Sam Wilson souhaite former sa propre équipe des Avengers dans Brave New World. Sam dépose même une réclamation pour droit d'auteur sur le nom. Les Nouveaux Avengers de Valentina, employés par le gouvernement, restent actifs plus d'un an jusqu'à l'arrivée du vaisseau des 4 Fantastiques en orbite terrestre. Pendant ce temps, bien que peu visibles dans Thunderbolts, les difficultés de New York persistent, indépendamment du déchaînement de Bob. Le maire récemment élu, Wilson Fisk, a lancé une croisade contre les justiciers dans Daredevil Born Again, prenant des mesures extra-légales pour arrêter ou exécuter tout héros masqué opérant dans les rues de la ville. Matt Murdock et ses alliés cherchent alors à faire tomber Fisk définitivement. Bien qu'elle se soit alliée au Wakanda lors de sa bataille contre Talokan, Riri Williams se retrouve sans sa nouvelle armure sophistiquée lorsqu'elle retourne au MIT. Elle n'y reste pas longtemps, étant vite expulsée pour avoir vendu son travail à d'autres étudiants. Elle rentre à Chicago sans les fonds pour améliorer son armure Ironheart. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Parker Robbins, alias le Hood, et sa bande de criminels qui volent aux riches pour gagner en pouvoir. Riri récupère aussi quelques pièces auprès de Joe McGillicuddy, qui s'avère être Ezekiel Stane, le fils d'Obadiah Stane. Riri soupçonne vite que Parker n'est pas un simple voleur. Après la mort du cousin de Parker lors d'une mission ratée, il rend Riri responsable et la considère comme son ennemi principal. Zeke voit sa situation empirer quand Riri oublie sa technologie sur une scène de crime, menant à son arrestation. Parker s'efforce de le libérer, tandis que Riri en apprend davantage sur la capuche de Parker, qui possède d'immenses propriétés magiques. Parker fait évader Zeke de prison et le pousse à poursuivre Riri. Il remporte la première manche, mais Riri prend le dessus sur Zeke par la suite. Elle affronte ensuite Parker et parvient à le séparer de sa capuche. Mais Riri n'est pas encore hors de danger, car elle rencontre l'individu qui a donné la capuche à Parker, Mephisto. Il propose à Riri un marché similaire, travailler pour lui contre le retour à la vie de sa meilleure amie Nathalie. Mephisto tient sa part du marché en ressuscitant Nathalie, mais Riri est dans des ennuis bien pires qu'elle ne l'imagine. Il s'est déjà passé plus qu'assez de choses sur Terre 616. Il est temps de jeter un œil à la Terre 828, où les 4 Fantastiques sont des héros adorés, ainsi qu'une famille sur le point de s'agrandir. Sue Storm est enceinte, et elle et Reed Richards vont devenir maman et papa. Mais la joie ne dure pas longtemps. La surfeuse d'argent arrive pour informer l'humanité que Galactus vient pour dévorer la planète. Naturellement, c'est une mission pour les 4 Fantastiques. Alors, Reed, Sue, son frère Johnny et Ben Grimm s'aventurent dans l'espace pour affronter le dévoreur de monde. Malheureusement, Galactus pose des conditions impitoyables. Il oubliera la Terre si Sue et Reed lui remettent leur enfant. Leur fils, Franklin, détiendra un immense pouvoir cosmique et Galactus veut l'utiliser. L'équipe refuse, mais devient paria sur Terre quand tous réalisent qu'ils pourraient stopper cette folie en abandonnant l'enfant. Sue persuade Sue qu'il est hors de question de leur demander cela et qu'ils trouveront un autre moyen d'arrêter Galactus. Reed propose alors de téléporter la planète vers un autre système stellaire. Ils sont sur le point de déplacer la Terre lorsque la surfeuse d'argent détruit l'équipement nécessaire, tandis que Johnny la supplie de se souvenir de son propre enfant et de toutes les planètes qu'elle a aidé à détruire. Avec un dernier site de téléportation restant à New York, Sue, aidée une dernière fois par une surfeuse d'argent repentante, parvient à pousser Galactus à travers le portail jusqu'aux confins de l'univers. Elle utilise toutes ses forces et meurt après le conflit, mais Franklin utilise ses pouvoirs pour la ressusciter. L'enfant a attiré une attention indésirable. Quelques années plus tard, le docteur Fatalis visite la maison pour observer Franklin, manifestement intéressé par son avenir. De retour sur Terre 616, la vie de l'acteur en difficulté Simon Williams change à jamais après sa rencontre avec Trevor Slattery, libéré de prison pour travailler au département du contrôle des dégâts. C'est ainsi qu'il apprend que le célèbre réalisateur Von Kovac travaille sur un remake de son film de super-héros préféré de son enfance, Wonder Man. Simon veut le rôle principal plus que tout, mais il y a un problème. Il possède des pouvoirs énergétiques latents qu'il n'arrive pas vraiment à contrôler. Cela ne poserait pas autant de problèmes si un acteur doté de super-pouvoirs n'avait pas déjà perdu le contrôle auparavant. Ayant perdu le contrôle, il a téléporté Josh Gad on ne sait où, poussant les studios hollywoodiens à interdire les surhumains dans le cinéma. J'aurais besoin que tu signes ceci. En supposant, bien sûr, que tu n'aies pas de super-pouvoir. Le DODC utilise Slattery pour essayer d'évaluer les capacités de Simon. Néanmoins, Simon parvient à cacher suffisamment bien ses pouvoirs pour obtenir le rôle principal, tandis que Slattery est choisi pour jouer son acolyte Barnaby.
Une fois la liste des acteurs confirmée, Simon découvre la vérité sur l'emploi de Slattery après une interview avec un journaliste du New York Times. Tu as cherché des infos compromettantes sur moi tout ce temps. Simon, j'ignorais ton implication dans cette histoire. Je suis tombé dans le panneau et j'ai tout cru sans réfléchir. Fou de rage, Simon déchaîne ses pouvoirs sur le plateau de Wonder Man après les tournages, causant une énorme explosion. Coupable, Slattery endosse la responsabilité de l'explosion en reprenant son rôle du Mandarin et se fait incarcérer dans la prison spécialisée du département. Lorsqu'on confirme les capacités de Simon, l'acteur devenu héros fait évader Slattery et s'envole pour affronter les méchants un autre jour. Au début de la saison 2 de Daredevil Born Again, les efforts du maire Wilson Fisk pour maîtriser les justiciers de New York se sont considérablement intensifiés. Son groupe spécial anti-justicier fait des ravages, et un justicier très en vue, épéiste, est condamné lors de son procès. Mais Daredevil le sauve de la captivité de la VTF. Après un match de boxe organisé pour faire le buzz, Benjamin Dex Poindexter, l'assassin qui a tué Foggy Nelson, tente de tuer Fisk pour se racheter de la mort de Foggy. Au lieu de cela, Dex blesse mortellement la femme de Fisk, Vanessa. Sa mort crée une rupture entre Fisk et Monsieur Charles, l'agent louche de la CIA avec qui le maire collaborait. Charles envoie quelques-uns de ses hommes après Jessica Jones, ce qui la pousse directement à faire à nouveau équipe avec Daredevil, comme au temps des Defenders. Alors, tu veux semer un peu le trouble? Alors que Daredevil tente en vain de convaincre Fisk de quitter la ville, Karen Page est arrêtée par des agents de l'AVTF. Matt Murdock la représente au procès, révélant son identité de Daredevil pour innocenter Karen. Après avoir tué plusieurs manifestants dans une explosion de colère, Fisk accepte de démissionner et de partir en exil. L'AVTF est dissoute et Matt est arrêté pour ses crimes en tant que Daredevil. Jessica retrouve le père de sa fille, Luke Cage, qui travaillait lui-même pour la CIA. Dax travaille pour Charles à la place de Luke. Le Punisher est présent dans la première saison de Born Again, mais absent de la deuxième. Dans le Punisher, un dernier meurtre, Frank Castle s'effondre dans le quartier de Little Sicily, ravagé par le crime, hanté par des visions de sa famille assassinée, de ses compagnons de guerre et de Karen Page. Père, papa, mari, ce n'était qu'un costume. J'avais hâte de retourner là où tout avait un sens. Frank envisage d'en finir, mais il se retrouve alors face à Manucci, la matriarche d'une famille criminelle qu'il a pourtant entièrement anéantie. Elle a mis une prime sur sa tête qui commence exactement au moment où le Punisher a tué un de ses fils. Quand le carnage commence, Frank se bat et tire sur ses assaillants dans son immeuble à la manière de John Wick. La bagarre se répand dans le quartier et Frank doit agir rapidement pour protéger l'innocence de la petite Cecily. L'expérience et les remerciements du quartier redonnent de l'énergie à Frank, qui enfile enfin à nouveau son célèbre costume au crâne et repart mener sa guerre contre le crime. Alors que tout le monde sur Terre a oublié qui était Peter Parker, Spider-Man se met au travail pour protéger New York afin d'assurer la sécurité de son ancien meilleur ami Ned et de MJ, pour qui il a toujours de forts sentiments. Mais tout est interrompu lorsque Spidey subit soudainement des mutations génétiques, ce qui augmente ses pouvoirs. Peter rend visite à Bruce Banner et découvre l'inhibiteur que Bruce utilise pour contrôler Hulk. Grâce aux informations de Bruce, Peter crée son inhibiteur universel pour limiter ses nouvelles capacités. Pendant ce temps, quelqu'un contrôle l'esprit des gens, aussi bien les ennemis de Spidey que des personnes ordinaires. Bill Metzger, le directeur du département de contrôle des dégâts, recrute Spider-Man pour l'aider à capturer ce nouvel ennemi mystérieux qui a commencé à menacer MJ. Je pense que je vais aller voir comment va MJ. Inquiet pour sa sécurité, Spidey emmène MJ dans la planque du Punisher. C'est là qu'il découvre que la personne derrière ses possessions est une mutante télépathe nommée Jean Grey. Après que Jean a attaqué Damage Control avec Hulk, elle est arrêtée. En captivité, il devient clair qu'elle est la victime. Metzger a tué sa sœur Sarah en expérimentant sur elle. Finalement, Spider-Man sauve la vie de Jean en prenant à sa place la balle du fusil de précision du Punisher qui lui était destinée. Jean aide Spidey à se remettre de sa blessure et part paisiblement. Metzger s'échappe également avec des connaissances sur la technologie inhibitrice de Peter, qu'il pourrait potentiellement utiliser pour restreindre les pouvoirs des mutants. Spidey décide d'accepter ses nouveaux pouvoirs. MJ lit une lettre que Peter lui a écrite, mais elle n'arrive toujours pas à se souvenir de lui, même si elle essaie. Ned, cependant, se souvient enfin de la poignée de main secrète qu'il partageait avec Peter au lycée. Mais avant qu'ils ne puissent vraiment se retrouver, l'application Spider Tracker de Ned semble suivre Spider-Man jusque dans l'espace lointain.